Cher Monsieur Guzman, Monsieur le recteur, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers étudiants, c'est un grand honneur pour moi, aujourd'hui, Monsieur Guzman, de vous accueillir au nom de l'Université Bordeaux-Montaigne dans cet amphithéâtre emblématique pour cette manifestation solennelle. Vous êtes la 28e personnalité à honorer notre université. Une université qui s'est placée avec force et détermination sous les auspices de Michel de Montaigne. Par ce choix, nous voulions haut et fort dire et revendiquer notre volonté, notre devoir de porter sur le monde, sur les sociétés et sur les individus qui les composent un regard critique et distancié à travers les arts, les lettres, les langues et les sciences sociales. Pour rappeler et ne jamais oublier les devoirs et les interdits éthiques, défendre l'homme, coûte que coûte, le protéger dans sa dignité et dans sa singularité. Le cinéaste et le documentariste que vous êtes n'a eu de cesse de dire, de raconter, de décrire, de mettre en lumière l'histoire tragique du Chili, depuis les riches heures du gouvernement d'unité populaire jusqu'à la marche inéluctable du tragique coup d'État de 1973. Vous avez éclairé la force vive, vitale, d'un peuple, un peuple de travailleurs, modestes, courbés vers la terre, dans les champs, dans les usines, dans les mines, dont Salvador Allende était le visage et la parole. Il en était l'espoir. Vous avez dit qu'à cette époque, l'histoire passait par Salvador Allende, que finalement, l'histoire, c'était lui. Après ce trop court printemps, en 1973, la nuit est retombée sur le Chili. Une nuit sombre et sans étoiles, et une nouvelle histoire s'est écrite et a été inventée. Ce fut l'histoire des vainqueurs, l'histoire avec une grande H, comme dit Georges Perec. C'est une histoire qui cache, qui enfouit, qui veut contraindre l'oubli, comme si rien n'avait jamais existé. Mais la mémoire ne peut être emprisonnée. La mémoire est libre, car elle possède, et nous pouvons l'entendre dans votre œuvre, Nostalgie de la lumière, elle possède la force de la gravité, la force de gravité. Elle est attirée par la terre. Et vous avez lutté pour sortir de cette pathétique et vaine culture de l'oubli décidée par les vainqueurs, pour ne jamais oublier que durant 17 ans, Pinochet a torturé, a assassiné des milliers de prisonniers politiques dont il a fait disparaître les corps comme si rien n'avait jamais existé. Dans la nostalgie de la lumière, vous revenez magistralement sur cette mémoire et sur sa force de gravité, de la mémoire la plus ancienne à la plus récente, dans cet espace comparable à nul autre, le désert d'Atacama. Ce désert, le plus aride du monde, une tache sombre vue de la Lune, ce désert que l'on peut toucher, où l'on peut toucher les étoiles tellement elles semblent proches, qui s'allument toutes les nuits, nuit après nuit, comme de petites ampoules. Ce désert est le concentré de la mémoire et de ses mystères, celle des astres et de la voûte céleste, celle des caravaniers précolombiens qui de l'altiplano cheminaient vers la mer en traversant les fleuves de pierre, celle des mineurs du XIXe siècle, siècle silencieux de la colonisation, celle du camp de concentration de Chacabuco, celle des corps figés, des tortures, assassinés, pleurés par leurs mères, par leurs femmes, par leurs filles et par leurs fils. Ici, dans cet espace où l'air est d'une limpidité sans équivalent terrestre, les télescopes observent les astres qui racontent l'origine du monde. Les dessins des précolombiens arrêtent l'œil du voyageur. Ici, les dépouilles se momifient
et les objets se figent. Mais dans ce désert incomparable, ici, tout parle. C'est une terre qui parle des damnés de la terre, qui ne les oublie pas, qui les conserve et qui les consacre. Cette terre aride, cette terre anthropologique, nous rappelle que nous avons tous, et surtout à l'université, nous avons ce devoir de mémoire et que l'oubli pour nous sera fatal. Pour terminer, je reprendrai très rapidement un court extrait d'un article de Fernand Braudel en 1948 qui parlait de la folie géographique du Chili. La folie, c'est donc un déchaînement de forces hostiles tout au long de ce corps maigre, étiré, interminable. La folle géographie, c'est ce tragique destin d'un peuple, plus que d'un autre, saisi, broyé par sa terre, souvent marâtre. Mais il restera toujours les souvenirs de l'enfance, ceux de la douceur du vent, des émouvants sommets enneigés de la cordillère des Andes. Le Chili est le pays le plus tragique de l'Amérique. Ce qui veut dire, surtout, le plus humain, pour reprendre toujours Fernand Braudel. Je vais maintenant passer la parole à mes deux collègues, Pierre Bello et Clément Puget, que je remercie vivement. Monsieur le recteur, Madame la présidente, cher Patricio Guzmán, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, il est impossible de construire un présent sans avoir une image du passé en tête. D'une certaine manière, on n'oublie jamais, déclare Patricio Guzmán dans un entretien. La question de la mémoire, en effet, hante son cinéma. Mémoire d'un pays, mémoire d'un peuple, mémoire des individus broyés par les soubresauts de l'histoire, mémoire d'un cinéaste dont l'œuvre tout entière est vouée à cette investigation mémorielle. Et c'est cette mémoire blessée, longtemps refoulée et enfin mise au jour, dont il va s'attacher patiemment, obstinément, à reconstituer les fragments épars. En remettant à Patricio Guzmán ce diplôme de docteur honoris causa, l'Université Bordeaux-Montaigne honore aujourd'hui pour la première fois un cinéaste. Après deux chercheurs qui ont consacré leurs travaux au cinéma, Marc Ferraud au début des années 2000 et Richard Dyer il y a quelques mois, c'est pour la première fois un praticien de la caméra qui reçoit cette distinction. Mais Patricio Guzmán n'est pas un réalisateur comme les autres. C'est un cinéaste dont les documentaires ne constituent pas seulement un témoignage, un matériau pour l'historien. Il participe à la construction de cette histoire. Il nous interroge sur la capacité du cinéma à rendre compte d'un événement historique et à en perpétuer le souvenir. Comment montrer l'histoire en train de se faire? Comment filmer la souffrance des survivants de la dictature? Comment recueillir et mettre en scène leurs paroles? Comment rappeler la mémoire des disparus? Comment montrer ce qui excède toute représentation? L'horreur des tortures, la volonté d'effacer toute trace, enfouie dans le désert, engloutie dans l'océan. Comment montrer la résistance à l'oubli de ceux qui ne se résignent pas à effacer le souvenir de ces années noires? Comme d'autres cinéastes confrontés à d'autres cataclysmes du XXe siècle, Patricio Guzmán interroge l'image et ses limites, le pouvoir de la parole, la capacité du cinéma à saisir l'événement dans l'urgence de son surgissement, mais aussi avec le recul du temps, quand l'événement devient objet de mémoire. Alors il ne peut plus être saisi qu'au travers de traces fragiles et parfois par le détour de la métaphore et de contrepoints poétiques, très loin du cinéma vérité. Mon propos sera de montrer comment Patricio Guzmán donne une forme cinématographique à cette question de la mémoire, comment il en fait la matrice de son écriture de cinéaste, comment il en fait un enjeu à la fois esthétique et politique, puisque toujours pour lui, le cinéma est une question d'engagement. Commençons par le film fondateur, La bataille du Chili,
la lutte d'un peuple sans armes. C'est la preuve en image de ce rêve éveillé que nous avions vécu avec Salvador Allende, déclare Patricio Guzmán. Il s'agit alors de montrer la révolution en marche, de capter l'histoire en direct. Avec sa petite équipe, le cinéaste est alors aux côtés des partisans de l'unité populaire, dans les rues, dans les manifestations, dans les usines, partageant manifestement l'enthousiasme de ceux qui défendent l'expérience socialiste du gouvernement Allende, tout en interviewant aussi des partisans des partis conservateurs. Filmant dans la rue, au plus près de ceux qui sont des acteurs de ces événements, Guzmán semble s'inscrire dans la lignée du cinéma direct, sans souci de la belle image, avec des plans parfois flous, bousculés, comme on le voit un petit peu dans ces images. Ce qui compte, c'est avant tout d'être là, dans cette proximité avec les manifestants. Ce qui compte, c'est de témoigner, de faire entendre les slogans, c'est de montrer les visages et les corps en mouvement de ceux qui ont été les promoteurs de cette expérience révolutionnaire. Plongé dans une réunion syndicale, au milieu des députés lors de débats houleux à la Chambre, la caméra est alors au contact des acteurs de l'événement, regardant par-dessus les épaules des ouvriers, se frayant un chemin parmi les bras des parlementaires qui se lèvent. L'intervieweur est lui-même présent à l'image, tendant son micro au cœur d'une foule compacte et semblant lui-même faire partie de cette foule dont il fait entendre la voix. Le film reproduit un certain nombre de discours officiels, ceux d'Allende et d'un certain nombre de porte-parole de l'unité populaire, mais Patricio Guzmán reconnaît lui-même dans un entretien que ces discours lui paraissaient souvent ennuyeux à l'époque. J'ai lu ça, j'ai entendu ça. Voilà. Ce qui l'intéresse avant tout, lui et son équipe, c'est la parole des anonymes, recueillis dans la rue ou sur leur lieu de travail. C'est la dimension plurielle, chorale de cette parole. C'est une parole en situation où ce qui importe, c'est ce qui est dit par celui ou celle à qui on tend le micro, mais c'est aussi la présence, le regard de ses collègues, de ses compagnons de lutte qui l'écoutent. Le film suit par ailleurs une progression très structurée qu'on pourrait trouver aujourd'hui exagérément didactique, avec des têtes de chapitre numérotées, 1, accaparement et marché noir, 2, boycott parlementaire, 3, les étudiants dans la rue, etc., etc. Cela traduit sans doute une volonté de mener une analyse dialectique de l'enchaînement des événements dont Guzmán connaît l'issue tragique au moment où il réalise le montage de son film. On le voit dans plusieurs documentaires consacrés à son œuvre, montrer des schémas complexes qu'il a élaborés avec son équipe, je crois, pour la préparation de son film, listant les forces politiques en présence et les multiples aspects de la réalité qu'il avait l'intention d'évoquer. Cela témoigne de la double nature de la démarche de Patricio Guzmán. Les images tournées en 1972-73 l'ont été dans l'effervescence du mouvement de l'unité populaire, dans une sorte d'urgence, d'immédiateté, proche de l'esthétique du cinéma direct. Mais elles ont été montées quelques années plus tard, en exil, une fois les bobines de la bataille du Chili, sauvées d'une probable destruction si elles étaient tombées, évidemment, entre les mains du régime. Il ne s'agit plus alors, ou plus seulement, de capter l'histoire en direct, au plus proche de son surgissement, mais de reconstituer, au fil d'événements qui appartiennent déjà au passé, de préserver ce souvenir, de donner sens à cette mémoire douloureuse. À cet égard, on peut souligner l'importance du travail du cadrage et du montage dans la constitution de cette mémoire. Guzmán oriente notre regard, il cherche le détail qui fait sens, au travers duquel se cristallise la signification d'une situation. Ce sont par exemple les gros plans sur les mains des témoins, comme on le voit ici dans les images, ou bien aussi d'autres gros plans, les gros plans sur les visages des officiers supérieurs lors des obsèques de l'aide de camp d'Allende assassiné quelques semaines avant le coup d'État. La caméra saisit les visages fermés, s'arrête sur les gants, sur les décorations des officiers et traduit ainsi implicitement l'atmosphère de conspiration qui règne, annonciatrice du coup d'État, qui règne lors de cette cérémonie. Il y a ici un travail de découpe
qui prélève dans le réel des éléments porteurs de sens, des figures métonymiques qui résument la situation sociale et politique du moment. À d'autres moments, au contraire, c'est la continuité du plan qui fait sens, comme dans ce plan séquence, dont l'image est arrêtée évidemment ici, ce plan séquence d'1 minute 30, où la caméra suit la course de cet homme qui tire une carriole à bout de bras dans les rues de Santiago, accompagné du Venceremos, l'hymne de l'unité populaire, motif dans lequel on peut voir le symbole de l'avancée du mouvement, des espoirs dont il est porteur. Il y a donc, dès la bataille du Chili, une réflexion sur l'écriture de l'histoire et sur les différents moyens que le cinéma peut déployer pour rendre compte de cet événement encore tout proche. Parfois assimilé un peu hâtivement à la seule tradition du cinéma direct, cinéma vérité, le cinéma de Guzmán met en œuvre une rhétorique plus subtile, à la fois épique et distanciée. Le rapport à l'événement s'avère plus problématique dans les films des années 1990-2000, car le coup d'État de 1973 est une blessure lointaine. La machine de l'oubli a fait son œuvre, et les exactions de la dictature, comme le souvenir glorieux de l'unité populaire, ont fait l'objet d'une entreprise collective d'effacement. À contre-courant de cette tendance, Guzmán accomplit au contraire une quête mémorielle qui est à la fois la sienne en tant que témoin de ces événements et celle de tout un peuple, comme l'exprime le très beau titre du premier volet de cette nouvelle trilogie, Chili, la mémoire obstinée. Des grandes figures de cette époque ne restent parfois que des vestiges quelque peu dérisoires, des albums photos à demi effacés, comme on le voit ici à l'image, ou bien, plus émouvant peut-être encore, les lunettes brisées du président Allende, filmées en gros plan au début du documentaire que Guzmán consacre à l'ancien président. Encore une fois, Guzmán développe une écriture documentaire qui montre le réel, la pure matérialité de l'objet, les lunettes brisées ici, et le symbole auquel elle renvoie, le renversement du pouvoir légitime et l'avènement de la dictature. Au cœur de cette investigation mémorielle se pose la question de la trace, de la réalité comme objet et comme lieu de mémoire. Qu'y a-t-il derrière cet éclat de peinture filmé en gros plan sur la route de l'aéroport? Si l'on gratte cet éclat, Guzmán le fait, que dévoile-t-il? Ce sont les fresques colorées peintes sur les murs de Santiago au temps de la présidence d'Allende qui ressurgissent et avec elles tout l'imaginaire artistique de la période, toute la ferveur qui l'accompagnait. On va le voir dans l'exposition qui se trouve dans le hall de la présidence. Il y a aussi, plus classiquement, dans la mémoire obstinée, dans le cas Pinochet, dans Salvador Allende, de nombreux témoignages de survivants de la dictature. Ils témoignent par leurs paroles, mais aussi par leur visage, longuement et silencieusement explorés par la caméra. On pourrait dire que Patricio Guzmán crée des dispositifs mémoriels où les visages deviennent eux-mêmes des lieux de mémoire. Comme dans cette séquence du cas Pinochet où il rassemble les témoins et les proches, comme pour une photo de famille ou une photo de classe, et où la caméra passe lentement d'un visage à l'autre, évoquant implicitement la diversité des histoires individuelles, des générations et le souvenir commun d'une douleur partagée. Guzmán imagine aussi d'autres dispositifs mémoriels, des reconstitutions qui réactivent cette mémoire refoulée. Ainsi, dans Chili, la mémoire obstinée, il fait jouer à de jeunes musiciens le Venceremos, l'hymne de l'unité populaire, qui n'a pas été joué dans la capitale chilienne depuis 23 ans. Se lisent alors sur les visages des passants l'étonnement, la stupeur, l'enthousiasme et la fierté retrouvée, toute une gamme d'émotions qui expriment les déchirements de la société chilienne dans ces années de retour à la démocratie, où le souvenir des années de dictature est encore une blessure profonde. La mémoire s'incarne ainsi dans des musiques, dans des regards, dans des gestes, comme cette main posée sur la vitre d'une voiture qui avance lentement dans les rues de Santiago, celle d'un garde du corps du président Allende dans une image d'archive, et celle des survivants de la dictature qui rejouent cette scène plus de 20 ans plus tard et qui rendent à nouveau cette mémoire vivante. La dernière période de l'œuvre de Patricio Guzmán ouvre
un nouveau rapport à la mémoire. Il s'inscrit, comme Hélène Velasco l'a bien montré à l'instant, il s'inscrit plus directement dans l'imaginaire du territoire chilien qui s'étire aux deux extrémités de la cordillère des Andes, auquel je crois, Patricio, vous allez consacrer votre prochain film. Donc cet imaginaire qui s'étire depuis le désert d'Atacama au nord jusqu'aux étendues glacées du sud du pays. Là aussi, la question de la trace est primordiale. Dans Nostalgie de la lumière, on voit des proches des disparus en quête des vestiges des corps dispersés et enfouis au milieu du désert. Mais dans ce paysage minéral et hostile, les traces des disparus de la dictature voisinent avec celles des ouvriers des siècles passés ou celles de civilisations précolombiennes disparues depuis bien plus longtemps encore. Dans le bouton de nacre, c'est la violence de la colonisation et l'anéantissement des populations indigènes qui est dénoncé au travers de la parole et du visage de quelques survivants de ces tribus autochtones. Ce regard transhistorique établit un parallèle audacieux entre les époques au travers du détail qui donne son nom au film, celui du bouton de nacre, en échange duquel un Indien se livra aux colonisateurs du XIXe siècle, et du vestige ultime des vêtements des victimes de la dictature, précipités dans la mer depuis des avions, attachés à des rails de chemin de fer sur lesquels s'est fixé définitivement ce bouton. Le spectre de la mémoire s'élargit ainsi considérablement. Sans quitter son point d'ancrage primordial, le traumatisme de la dictature de Pinochet, il parcourt les siècles, il raconte l'histoire du Chili comme une histoire de la violence, marquée par un violent contraste entre la beauté saisissante des paysages et les atrocités dont ils ont été le théâtre. Il s'élargit même dans une dimension cosmique, rattachant l'histoire des hommes au mouvement des planètes. Nostalgie de la lumière explore en effet, cela a été dit, ce désert d'Atacama où sont implantés de puissants observatoires astronomiques en raison de la clarté du ciel dans cette région du monde. C'est l'occasion pour Guzmán d'établir un parallèle entre l'exploration des espaces interstellaires et celle de la mémoire de l'humanité, entre le ciel et la terre. Entre envolée cosmique et vision poétique, cette dernière étape de l'œuvre de Guzmán relie étroitement la destinée des hommes et la présence des éléments, la terre et le ciel dans Nostalgie de la lumière, l'eau, la roche et la glace dans Le bouton de nacre. Le documentaire se fait alors évocation poétique, méditation philosophique, faisant de l'observation de la nature le vecteur d'une réflexion sur l'identité des hommes qui ont habité cette terre souvent hostile. C'est une autre bataille du Chili que nous raconte Patricio Guzmán dans Le bouton de nacre. Une bataille plus métaphorique, plus déstructurée, ouverte aux digressions et au parallélisme aventureux. Elle s'inscrit dans le paysage, dans l'imaginaire géographique de ce pays trop vaste pour apparaître sur une seule carte, comme on le voit dans le film. Ou alors il faut plusieurs cartes, hein, les cartes imaginaires d'Emma Malik que l'on voit dans le film. Elle s'inscrit dans l'histoire de ce pays construit sur la douleur, comme le dit Guzmán lui-même. Elle s'inscrit dans la mémoire intime, les souvenirs d'enfance, et dans la mémoire collective, celle par exemple des Indiens de Patagonie. Et son enjeu, c'est la lutte contre l'oubli, c'est l'invention d'une écriture cinématographique capable de rappeler l'existence de quelqu'un qui a été là. Merci de votre attention. Alors, maintenant, nous allons écouter Clément Puget avec un autre PowerPoint qui est à la suite. En estas fotos se ve el asedio por los blindados y la infantería al palacio. Este es el momento en el cual la escolta presidencial de carabineros abandona Palacio
salieron todos los carabineros. Ninguno quiso cumplir con su deber de defender al gobierno. Esto ya es después del bombardeo aéreo. El palacio arde. Incendio. Y estas son secuencias después del asalto y del bombardeo, cuando salen los civiles del equipo del presidente. Y aquí están varias de las personas detenidas ese día, torturadas en el regimiento Tacna de Santiago y desaparecidas después, desde entonces. A esto queda reducido un gobierno cuando se amotinan a los soldados en cualquier país del mundo. Y esta es la residencia personal del presidente, también bombardeada y saqueada. Monsieur le recteur, Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, chers étudiants, étudiantes, chers collègues, chère Renate Sachs, cher Patricio Guzmán. Octobre 2001. Un mois après un autre 11 septembre, qui cette fois plongeait les États-Unis dans le chaos, sortait sur les écrans français Le cas Pinochet. Votre 8e long métrage, Patricio Guzmán, s'ouvrait sur des photographies du 11 septembre 1973, filmées par vos soins, et plongeait le spectateur occidental dans la terreur des années de dictature que l'on a souvent réduite au seul nom de Pinochet, un nom qui a fait écran à tant d'autres. Ce dernier, ayant alors quitté le pouvoir, avait été arrêté à Londres lors d'un voyage personnel. Dans votre film Le cas Pinochet, le procureur espagnol Carlos Castresana cherche désespérément une faille dans le dossier de l'ex-dictateur chilien. Au gré de l'interview que vous menez, il évoque 1939, le vieux continent européen et, dans un tout autre contexte, la retirada et le passage en France de milliers de républicains espagnols. Depuis Paris, où il se trouve alors, l'ex-consul du Chili à Madrid fait affréter un navire français, le Winnipeg, qui transportera 2500 Espagnols embarquant depuis Pauillac, ici même en Gironde, et ce, en direction du Chili. Cet homme politique s'appelait Pablo Neruda. Alors arrivés à Valparaiso, au Chili, les réfugiés espagnols sont accueillis par un jeune ministre de la Santé du gouvernement, un certain Salvador Allende. Votre film, Patricio Guzmán, fait allusion à cette histoire de solidarité politique internationale qui nous renvoie sans doute à d'autres temps, d'autres œuvres, et peut-être tout simplement au temps présent, comme semble l'avoir d'ailleurs voulu l'Italien Nanni Moretti dans son dernier film. Hormis Le cas Pinochet, vous avez réalisé à ce jour, et en attendant ce prochain opus sur lequel vous êtes au montage, 13 films de long métrage depuis 1972 et plusieurs courts-métrages dès la fin des années 60 et en 2010. Permettez-moi, dans le temps qui me reste, de ne pas mentionner les films Au nom de Dieu, La Croix du Sud ou les documentaires télévisuels produits pour Arte et France Télévisions, je pense aux Barrières de la Solitude, à Madrid, l'île de Robinson Crusoe ou Mon Jules Verne. Parmi celles que vous qualifiez d'œuvres majeures, à la différence de ces films de commande, peut-être moins personnels, 8 sont relatives à l'histoire du Chili des années 70 à nos jours. Dans un texte rédigé en 2010, vous affirmiez, je cite, « Un pays qui n'a pas de cinéma documentaire, c'est comme une famille sans album photo ». Et vous précisiez que votre activité cinématographique, je cite, « n'est pas un travail pour des intérêts particuliers. Nous, les cinéastes, savons cela. Nous le savons depuis un moment déjà. Nous le savons depuis le moment où nous avons pris pour la première fois une caméra pour enregistrer les histoires de notre réalité. Nous faisons partie d'un groupe de témoins privilégiés de l'histoire nationale. Nous faisons partie d'un groupe fier de laisser derrière lui un album d'images qui un jour servira à compléter l'histoire schématique du Chili. » Fin de citation. C'est avec une conscience aiguë de votre place dans l'histoire et cette volonté de création d'une archive pour le futur que vous semblez avoir avancé dans ce voyage documentaire commencé à l'aube des années 70. Si les films sont votre vie, celle-ci a croisé l'histoire d'un pays
qui, le 11 septembre 1973, a mis brutalement un terme au printemps de 3 ans que vous aviez vécu. Réalisant la première année, en 1972, vous déclenchiez, avec ce journal poétique filmé des 12 premiers mois de l'unité populaire au pouvoir, l'engouement d'une frange de la population de Santiago et de quelques étrangers passés par là, Constantine Costa-Gavras, Chris Marker. Ce dernier sera essentiel pour faire vivre votre premier long-métrage, notamment en France, début 1973. Cette période, dites-vous, fut celle d'une grande fête populaire. Je vous cite, « Salvador Allende a marqué ma vie. Je ne serais pas ce que je suis s'il n'avait incarné l'utopie d'un monde plus juste et plus libre qui, ces années-là, parcourait mon pays. J'étais là, acteur et cinéaste. Je me souviens de la fraîcheur de l'air, de la ferveur qui nous liait les uns aux autres et au-delà, au reste du monde. Nous filmions ce rêve radieux avec lucidité, avec passion. » Fin de citation. Ces mots, vous les avez enregistrés pour la voix off du film Salvador Allende. Un personnage auquel vous consacrez plus qu'un portrait filmique en 2004, qui revient sur celui qui, après plusieurs campagnes électorales infructueuses, parvint au pouvoir en rassemblant la gauche chilienne. Allende, dites-vous, fut simplement l'interprète d'un grand désir de justice. Et l'on devine peut-être alors pourquoi, au-delà de l'hommage au personnage politique dont l'humanité profonde vous a touché, vous êtes vous-même devenu avec ce film l'interprète d'un grand désir de mémoire. Travail au long cours, plus que devoir mémoriel, si l'on pense à la distinction que fait Paul Ricoeur notamment, vous assumez cette lourde tâche de transmission d'une expérience de l'histoire. Car disiez-vous en 2013, je cite, « Le travail de mémoire n'a pas été fait. L'oubli est la règle. » Fin de citation. Ce travail, vous vous en êtes chargé, au moment de quitter Santiago du Chili, l'ajoutant aux bobines d'une bataille dont le déroulé restait à écrire. Vous avez embrassé la carrière du documentariste, d'abord, mais du passeur témoin surtout, avec une obsession, un mot en tête, et une question aussi peut-être, la mémoire. Mémoire enfouie, tel l'album de famille d'Allende, inhumé dans le jardin de sa nourrice, mémoire empêchée par l'action de la DINA et plus globalement de l'appareil terroriste d'État, mémoire privée, tel ce moment émouvant où la caméra filme votre oncle à Santiago, dans Chili, la mémoire obstinée. Mémoire collective aussi, avec ce même film, dans lequel 2 générations se confrontent. Pierre Bello le disait, s'observent avec perplexité, l'une portant le lourd fardeau des années de dictature, l'autre à laquelle ce passé n'a pas été enseigné, qui entonne à votre initiative Venceremos et quelques airs de la nouvelle chanson chilienne. Mémoire des lieux, enfin, tant votre œuvre est une aventure documentée du nord de l'Atacama, dans Nostalgie de la lumière, au sud, là où la terre se termine, à la recherche du bouton de nacre. 2 films qui ont été évoqués, les plus récents, où vous ne cessez d'interroger à travers de vibrants entretiens ce qui reste de 1973 et la place du trauma dans chacun de celles et ceux que vous rencontrez. L'art, s'interroge François Soulages, pourrait-il avoir la prétention d'éclairer ce drame qui travaille l'être d'un peuple, d'une famille, d'une femme, d'un homme? Si oui, votre posture de documentariste y est pour beaucoup. Car, ne nous y trompons pas, vous ne prétendez jamais être l'historien à la caméra. Non. Si le récit du passé vous occupe, c'est pour le mettre à l'épreuve de notre conception de l'histoire et de la mémoire que nous en conservons. Votre cinéma ne raconte pas l'histoire. Il est avant tout une réflexion sur ce qu'est l'histoire, de la création vers la recherche, de la recherche à la création. Mais je serais incomplet si je ne réutilisais pas une dernière fois, si vous me le permettez, ce terme de mémoire, que la critique cinématographique française vous a d'ailleurs attribué, au moins depuis Cannes en 2010, en abordant le film comme lieu de mémoire. Dans sa trilogie Fleuve de 1992, qu'il dirigeait, l'historien Pierre Nora n'avait pourtant pas retenu le cinématographe parmi ses objets d'analyse mémorielle. J'ose vous proposer de considérer l'un de vos premiers films, La bataille du Chili, comme un lieu de mémoire. Lieu non géographique cette fois, mais lieu de mémoire qui abrite l'état d'esprit et les événements de la période mars-septembre 1973. La bataille du Chili est le seul film chilien au contact de l'histoire en train de s'écrire, en prise directe avec la tragédie qui se joue jusque dans la Moneda. Et ces plans de Pedro Chasquel, votre monteur, votre monteur les a tournés au péril de sa vie depuis le toit de son bureau sous les raids aériens de l'aviation militaire qui bombardaient la Moneda. Comment cette violence inouïe
fut-elle possible? 40 ans plus tard, en 2013, vous confiez, je cite, « Nous étions naïfs, nous n'avions pas prévu la cruauté des militaires. » Fin de citation. Mais pouvait-on prévoir, c'est-à-dire imaginer, pas anticiper? Walter Benjamin n'a-t-il pas péri d'avoir essayé d'imaginer, se heurtant alors à une image insoutenable? Bien plus tard, au XXIe siècle naissant, Nostalgie de la lumière et Le bouton de nacre ont mis en scène cette cruauté originelle et l'ethnocide des premiers habitants du Sud à la fin du XIXe siècle. Puis, il y eut l'esclavage minier des Indiens au Nord. Avec le temps qui passe, vous en avez fait, non l'explication, mais des points d'entrée pour une réflexion plus vaste sur les origines du mal dont la dictature de Pinochet pourrait être le climax macabre. Un point de non-retour terrifiant dont votre équipe, la 3e année, l'équipe de la bataille du Chili, ne pouvait pas se douter. Cette œuvre collective d'une équipe que l'on voit ici, chorale, dites vous-même, était un film témoin. Elle n'est devenue une œuvre testamentaire et le premier temps d'un combat mémoriel que plus tard, bien plus tard. Aujourd'hui, Patricio Guzmán, vous êtes seul ici, mais d'une certaine manière, vous représentez non seulement l'équipe de la 3e année, mais peut-être aussi toute une génération de cinéastes, parmi lesquels je ne citerai que 2 noms, Patricio Enriquez ou Carmen Castillo, avec laquelle vous avez d'ailleurs travaillé sur Mon Jules Verne et Salvador Allende. Pour eux, pour vous, le Canada, l'Espagne, Cuba, le Mexique, la France notamment, furent des terres d'exil, de refuge, de vie nouvelle et de création. Vous vous êtes éloignés, non pour oublier, mais au contraire pour se remémorer, pour pouvoir effectuer ce travail de mémoire. Partis aussi pour refuser l'oubli, qui était devenu la règle imposée par le pouvoir. Une règle, mais une forme d'autodéfense peut-être aussi, comme le disait Hortensia Bussi, la veuve du président Allende. Comme vous, elle refusa d'oublier. Elle poursuivit sa quête pour retrouver les objets, les lieux, les impressions et sentiments d'une époque qu'un régime avait voulu éliminer. Et j'entends là l'élimination dans le sens que ce cinéaste que vous connaissez bien, Ritipan, confère à ce terme dans un tout autre contexte, je l'admets. Elle n'oublia jamais, parce que, dites-vous, le passé ne passe pas. Plus qu'une œuvre témoin des événements qui ont achevé l'unité populaire, la bataille du Chili fut le moyen même de lutter contre l'épreuve du temps. Et parce que ce film a été pensé et réécrit au montage pendant 7 ans, jusqu'en 1979, il est devenu une œuvre de lutte dans laquelle la parole est donnée à tous, partisans et opposants à la fois. Ce qui, pour l'époque, en fait un outil historique, mais aussi sociologique, exceptionnel. Restituant toute la complexité de ces 1000 jours qui ébranlèrent le Chili, selon la formule de Franck Gaudichaud, vous avez dépeint le rêve brisé de Salvador Allende. Un rêve qui consistait, je cite, à vouloir combiner l'héritage des projets nationalistes développementistes des mouvements de gauche latino-américains avec un programme de transition au socialisme qui en soit la prolongation, mais surtout le dépassement grâce à la participation des classes populaires organisées. Cet alliage politique complexe, la bataille du Chili l'a mise en image, dans toute sa dimension humaine et tragique à la fois, au terme de ces 3 temps, de ces 3 parties. Et il n'est que de revoir avec émotion les plans tournés par Jorge Müller Silva, votre chef opérateur, cadreur extraordinaire et génie de la photographie, dites-vous, disparu en 1974 pour s'en persuader. Réfugié à son domicile, Jorge Müller Silva, caché comme l'ensemble de votre équipe à Santiago, choisit le 11 septembre 1973 de filmer son poste de télévision et les images des chefs militaires du soulèvement s'adressant à la population. Le son est mauvais, l'image est instable, ces plans sont ceux d'un cadreur empêché. Votre équipe, qui avait pu, pendant près d'1 an, filmer la liesse populaire entourant Allende et ses partisans, dans une proximité unique avec le pouvoir exécutif, était désormais, tel Jorge Müller Silva, empêché, séparé, écarté de ce pouvoir hier populaire et accessible. Et comme un terrible symbole, ce n'était plus dans la rue au contact d'une foule immense que s'enregistrait en cinéma direct la marche du temps, mais au contraire à l'abri des regards, dans une étrange solitude qui devait alors vous protéger les uns les autres et qui annonçait hors champ d'obscurs lendemains. Des lendemains qui s'inscriraient dans le refoulement immédiat de l'événement, signe d'une violence aussi imperceptible qu'effective. Paradoxalement, par l'étrange hasard
de leur ignorance, vos geôliers du Stade national de Santiago ne perçurent pas le danger que vous représentiez alors, vous, Patricio Guzmán, contre cette machine à oublier qui s'imposait subitement. Filmant et enregistrant des fragments du réel, impressionnant la pellicule 16 mm de vos pensées bouleversées, vous faisiez trace et luttiez déjà, peut-être, sans le savoir, contre cette entreprise d'amnésie collective qui s'affirmait dès le cataclysme du 11 septembre. Un cataclysme, c'est le terme que vous utilisez, qui plongerait le Chili dans une longue nuit dont le pays n'émergerait progressivement que 18 ans plus tard, avec cet étrange sentiment de nostalgie de la lumière. Muchas gracias, Patricio. Madame, Monsieur. C'est un discours, un petit dialogue en espagnol, mais on a un très bon traducteur à côté de moi. Queridos amigos, deseo contarles un encuentro que tuve hace algunos años. Chris Marker golpeó la puerta de mi casa en Santiago de Chile en septiembre de 1970 y al abrir la puerta me topé con un hombre muy delgado que hablaba un castellano con acento marciano. Soy Chris Marker, me dijo. Yo me moví unos centímetros hacia atrás y me quedé mirándole sin decir nada. Por mi cabeza desfilaron algunas imágenes de su película La Jetée, que yo había visto por lo menos 15 veces. Nos dimos la mano y yo le dije, adelante. Chris Marker entró a la sala y se quedó esperando a que yo le dijera que se sentara. No dijo nada, pero yo creí intuir por su mirada que había dejado mal estacionada su nave galáctica en la esquina. Chers amis, je voudrais vous raconter une rencontre que j'ai faite il y a quelques années. Nous sommes en septembre 1970 et Chris Marker frappe à la porte de chez moi à Santiago du Chili. J'ouvre et me trouve nez à nez avec un homme très mince qui parle espagnol avec un accent martien. « Je suis Chris Marker », me dit-il. Je recule de quelques centimètres et continue à le fixer sans rien dire. Dans ma tête défilent les images de son film La Jetée, que j'ai déjà vu une bonne quinzaine de fois à ce moment-là. Nous nous serrons la main et je lui dis « Entrez ». Chris Marker entre dans le salon et il reste planté là à attendre que je l'invite à s'asseoir. Il ne dit rien, mais je crois deviner à son regard qu'il a laissé mal garé le vaisseau intergalactique dans lequel il vient d'atterrir. Desde el primer momento, Chris proyectaba una imagen extraterrestre que le acompañó siempre. Tenía el rostro afilado, los ojos un poco orientales y el cráneo rapado y las orejas estilo Dr. Spock. Separaba las frases con silencios inesperados y ceseaba un poco, apretando sus finos labios como si todos los idiomas terrestres le fueran ajenos. Parecía alto, pero no lo era tanto. Vestía de una forma que no se puede describir. Era como un obrero elegante. Me ha interesado su película, me dijo. Me invadió una sensación de respeto. Yo había terminado hace poco mi primer largometraje, el primer año, que era sobre los primeros meses del gobierno de Allende. He venido a Chile, me dijo, con la intención de filmar una crónica, pero como usted ya la hizo, prefiero comprársela. Dès le premier moment, Chris renvoyait une image d'extraterrestre qui ne l'a jamais quitté. Il avait le visage en lame de couteau, les yeux un peu orientaux, le crâne rasé et les oreilles un peu à la façon de celle du Dr. Spock. Il coupait ses phrases par des silences inattendus et zézillait un peu, serrant ses lèvres fines, comme si toutes les langues terrestres lui étaient étrangères. Il semblait très grand, alors qu'il ne l'était pas tant.
Il s'habillait d'une façon difficile à décrire, un peu comme un ouvrier élégant. « Votre film m'a intéressé, me dit-il. Je fus envahi par une sensation de respect. J'avais fini il y a peu la première année, mon premier long métrage documentaire sur les premiers mois du gouvernement d'Allende. Je suis venu au Chili avec l'intention de tourner une chronique cinématographique, me confia-t-il. Mais comme vous l'avez déjà réalisé, je préfère vous l'acheter. » Han pasado ya más de 40 años de esta conversación y solo hace poco descubrí que marcó mi vida para siempre, ya que mi modesta carrera de cineasta principiante dio un vuelco. Adentro de sus maletas, Chris Marker partió con un máster de la película con las bandas de sonido. Meses más tarde me envió los folletos de promoción del primer año y me escribió contándome el estreno en el estudio de la ARPA en París. Recibí también una crónica de la revista Le Temps Moderne que dirigía Claude Lanzmann. Chris me escribió 2 reseñas interesantes de la obra. También hizo una introducción de 6 minutos donde contaba en pocas palabras la historia de Chile, en particular quién era Salvador Allende, y era un montaje de fotos en blanco y negro que Raymond Depardon había tomado hacía poco en Chile. La película comienza con esta introducción. Plus de 40 ans sont passés depuis cette conversation et je n'ai découvert qu'il y a peu à quel point elle marqua ma vie à jamais, puisque ma modeste carrière de cinéaste débutant en fut totalement bouleversée. Chris Marker emporta dans ses valises un master du film et les bandes-son. Des mois plus tard, il m'envoyait les fascicules de promotion de la première année et il m'écrivit en me racontant l'avant-première du film au studio de la Harpe à Paris. Je reçus également la chronique publiée dans la revue Les Temps Modernes que dirigeait alors Claude Lanzmann. Chris écrivit lui aussi 2 critiques très intéressantes. Il réalisa également une introduction de 6 minutes où il racontait en peu de mots l'histoire du Chili et notamment qui était Salvador Allende. C'était un montage de photographie en noir et blanc que Raymond Depardon avait prise peu de temps avant au Chili. Le film commence par cette introduction. He tratado el primer año, me confesó después, como si fuera una película mía. Explicar la película era necesario, ya que había mucho público francés que no sabía nada de Chile y había que hacer un doblaje. En aquella época, el público no aceptaba los documentales subtitulados. Había, por lo tanto, que doblarlos. Chris convocó a todos sus amigos para hacer las voces de los chilenos. Eran grandes figuras de la época. François Perrier como narrador, Delphine Seyrig como mujer burguesa, Françoise Arnoul y Florence Delay para hacer las voces obreras. Incluso utilizó la voz del distribuidor Anatole Doman de Argos Film y llamó al célebre dibujante Folon para hacer el afiche. Yo no lo podía creer. Este hecho inesperado me produjo una sensación de irrealidad. Algo inimaginable estaba ocurriendo, porque el primer año era una película modesta que no tenía otra ambición que mostrar la alegría de unos obreros a otros obreros. No podía tener más horizonte que 6 copias en 35 milímetros que yo había hecho en Buenos Aires. J'ai traité la première année, m'avoua-t-il ensuite, comme si c'était mon propre film. Expliquer le film était indispensable, étant donné qu'une part importante du public français ne savait rien du Chili. Il fallait aussi faire un doublage. À cette époque, le public n'acceptait pas les documentaires sous-titrés, et il fallait donc les doubler. Chris convoqua tous ses amis pour faire les voix françaises des personnages chiliens. C'étaient de grandes figures de l'époque. François Perrier pour la voix du narrateur, Delphine Seyrig pour celle de la femme bourgeoise, Françoise Arnoul et Florence Delay pour celle des ouvrières. Il mobilisa même le distributeur Anatole Doman, d'Argos Film, et sollicita le célèbre dessinateur Folon pour faire l'affiche. Je n'arrivais pas à y croire. Cette situation inespérée me procurait une sensation d'irréalité. Quelque chose d'inimaginable se produisait, parce que la première année était un film modeste, sans autre ambition que celle de donner à voir la joie de quelques ouvriers à d'autres ouvriers. Son horizon d'exploitation n'allait pas au-delà des 6 copies 35 mm que j'avais fait tirer à Buenos Aires. Pero gracias a Chris, el primer año se mostró en Francia y en toda Europa, así como también en Canadá. Ganó el Festival de Nantes
y obtuvo el premio Fipresci en Mannheim. Yo siempre estuve en Santiago, ni soñar con un viaje a Europa, ni yo ni Chris teníamos el dinero. Sin embargo, mi situación cambió de forma radical, me transformé en un cineasta. Por otra parte, en esa misma época, los enemigos de Allende crearon una situación de caos en Chile y con la ayuda de Nixon. Y una situación de incertidumbre se apoderó del país. ¿Qué hacer? Era la pregunta que nos hacíamos. Buscando una solución bastante incierta, se me ocurrió escribir otra carta a Chris Marker. Para conseguir la película Virgen hemos pensado en ti, le decía en una carta fechada en noviembre del 72. 2 semanas después llegó un telegrama. Haré lo que pueda. Saludos, Chris. Mais grâce à Chris, la première année fut montrée en France et partout en Europe, ainsi qu'au Canada. Le film reçut le prix du Festival de Nantes et celui du Fipresci à Mannheim. Moi, je suis toujours resté à Santiago. Je ne pouvais même pas rêver d'aller en Europe. Ni moi ni Chris n'avions l'argent. Mais malgré tout, ma situation avait radicalement changé. J'étais devenu un cinéaste. Par ailleurs, à la même époque, les ennemis d'Allende avaient généré, avec l'aide de Nixon, une situation de chaos au Chili. Et une grande incertitude s'était emparée du pays. Que faire était la question que nous nous posions tous. Cherchant une solution passablement incertaine, j'ai eu l'idée d'écrire une autre lettre à Chris Marker. Pour obtenir de la pellicule vierge, nous avons pensé à toi, lui écrivais-je dans une lettre datée de novembre 1972. 2 semaines plus tard, nous recevions un télégramme. Je ferai ce que je peux. Salutations, Chris. 2 meses más tarde llegó al aeropuerto de Santiago una caja que venía directamente de la fábrica Kodak, que la aduana dejó entrar porque no significaba ningún coste para el Estado. Eran 43.000 pies de película en 16 milímetros, más o menos unas 18 horas de película. Y además 134 cintas para el sonido. Fue el segundo momento de gloria para nosotros gracias a Chris Marker. Los miembros del equipo de la futura batalla de Chile no dábamos crédito a lo que veíamos. Nunca habíamos tenido latas nuevas. También era la primera vez que veíamos las cajas de cartón con las cintas magnéticas. Había que ponerse a filmar con la máxima prudencia a fin de no agotar el stock antes de tiempo. Resumir el rodaje es imposible. Filmamos un año entero en Santiago y alrededores. Para nosotros, esta película era mucho más que una película. Haciéndola, maduramos, crecimos, lloramos y nos desarrollamos juntos con ella. Comprendimos cómo era la vida colectiva, cómo eran los actos de miles de chilenos, el valor de los que no tenían nada y que levantaban los brazos. 2 mois plus tard, arriva à l'aéroport de Santiago une caisse provenant directement de l'usine Kodak, à Rochester, que la douane laissa passer puisqu'elle n'appliquait aucun coût pour l'État. Il s'agissait d'un peu plus de 13 000 mètres de pellicule 16 mm, environ 18 heures de film et 134 bobines pour le son. Ce fut notre second moment de gloire grâce à Chris Marker. Les membres de l'équipe de la future bataille du Chili n'arrivions pas à en croire nos yeux. Nous n'avions jamais vu des boîtes de pellicules neuves. C'était aussi la première fois que nous voyions les boîtes en carton contenant les bandes magnétiques. Il fallait commencer à tourner avec une extrême prudence afin de ne pas épuiser le stock trop vite. Résumer le tournage m'est impossible. Nous avons tourné pendant toute une année à Santiago et dans les environs. Pour nous, ce film était beaucoup plus qu'un film. Au fur et à mesure que nous le faisions, nous mûrissions, nous grandissions, nous pleurions, et nous nous développions avec lui. Le tournage nous fit comprendre ce qu'était la vie collective, les actions de milliers de Chiliens, la valeur de ceux qui n'avaient rien y que se movilizaban malgré tout. Pudimos filmar y sobre todo comprender el momento en que la vida cotidiana se convierte en vida política, o cuando las acciones sobrepasan los textos. En realidad, filmábamos para los tiempos futuros, sin ninguna inhibición, y tampoco sin saber todavía que uno de nosotros nunca más volvería, nuestro camarógrafo Jorge Miller Silva. Después del golpe de Estado, después de sentir esa sensación que el país entero se había convertido en una pesadilla,
Y después de estar preso 2 semanas en el Estadio Nacional, por fin pude desplazarme a Francia. Fue un momento impresionante para mí, otro salto inesperado. El pasaje me lo pagaron mis antiguos compañeros españoles de la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, que me enviaron el boleto de avión. Nous avons pu filmer et surtout comprendre ce moment où la vie quotidienne devient une vie politique, ou cet autre moment où les actes dépassent les textes. En réalité, nous filmions pour des temps futurs, sans entrave, et sans savoir non plus que l'un d'entre nous ne reviendrait plus jamais, notre caméraman Jorge Müller-Silva. Après le coup d'État, après avoir éprouvé cette sensation que le pays entier s'était transformé en cauchemar, et après avoir passé 2 semaines enfermé dans le Stade national, j'ai enfin pu partir vers la France. Ce fut un moment impressionnant pour moi, un autre saut inattendu. Mes anciens camarades espagnols, ceux de l'École officielle de cinématographie de Madrid, m'avaient envoyé le billet d'avion. En Francia, en el aeropuerto de Orly, estaba Chris en un salón casi completamente solo. Me miraba con mucha curiosidad, se ponía las manos en forma de visera, se cambiaba de lugar. No podía reconocerme, ya que me había cortado la barba. Después nos dimos un gran abrazo. La batalla de Chile había comenzado. En France, à l'aéroport d'Orly, Chris m'attendait dans un salon quasiment désert. Il me regardait avec beaucoup de curiosité, ses mains en visière au-dessus des yeux. Il se déplaçait, il n'arrivait pas à me reconnaître car j'avais coupé ma barbe. Puis, nous nous sommes serrés fort dans les bras. La bataille du Chili venait de commencer. Et je suis très touché par cet acte et par l'université, par toutes les autorités de l'université, par les discours, les paroles, les souvenirs et aussi par le public. Et pendant toutes les projections de mon film ici, on a un public intéressé, magnifique, qui m'a enthousiasmé beaucoup pour le montage que j'ai travaillé avec ma femme. Et donc, je suis très content d'être une autre fois à Bordeaux. C'est une ville magnifique que j'avais connue à l'époque de mon premier voyage en France. Et je suis énormément touché par l'importance que l'université donne au cinéma documentaire, que c'est un des plus importants genres du film du monde. Et c'est très important ça parce que sans documentaire, on n'a pas à voir l'histoire, on n'a pas rien sans documentaire. C'est plus qu'une forme de faire cinéma, c'est une forme de vivre. Et ça, c'est très, très bon pour nous. Merci.
Non, c'est pas possible. C'est une dédicatoire. Je dis merci beaucoup pour cet grand hommage au peuple chilien. Et Patricio.